Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à une capacité physique vraiment clé dans le football moderne, savoir répéter les sprints. Tout à fait. On pense souvent à la vitesse pure, mais enchaîner les courses à fond, même fatigué, c'est ça qui compte. C'est ça, la fameuse RSA, Repeated Sprint Ability. Pouvoir le faire encore et encore. Une qualité décisive, mais qui souffre beaucoup avec la fatigue pendant un match. C'est un vrai enjeu de pouvoir la maintenir. Alors pour creuser ça, on va s'appuyer sur une étude super intéressante publiée en 2024 Ah oui. Laquelle? dans le Journal of Sports Science and Medicine. Le titre, The Effect of Speed Endurance versus Core Training on the Repeated Sprint Ability of Youth Male Soccer Players, a Randomized Controlled Trial. C'est de Olavo Maciel et plusieurs autres chercheurs. D'accord. Et ils se sont posé une question, j'imagine, très pratique pour les coachs, surtout avec les jeunes. Exactement. Comment on améliore au mieux cette RSA, sachant que, bon, le temps pour la prépa physique est souvent compté, hein. C'est le nerf de la guerre, le temps. Voilà. Donc, l'idée, c'est de voir comment deux types d'entraînement complémentaires s'en sortent. D'un côté, un truc très spécifique, l'endurance de vitesse, le set. Mhm. Et de l'autre, un truc plus général, le gainage, le fameux core training. Alors, la question c'est, est-ce que le spécifique est toujours roi ou est-ce que le général peut rivaliser? Bon, allons-y, décortiquons ça. Ok, mais peut-être avant d'entrer dans l'étude elle-même, rappelons juste pourquoi c'est si important, cette capacité à répéter les sprints. Oui, bonne idée. Le foot, c'est pas linéaire, hein. C'est des efforts qui varient tout le temps. Des moments calmes et puis, paf, des accélérations, des courses intenses. C'est ça, intermittent. Et justement, les sprints, on les retrouve au cœur des actions décisives. Il y a une stat intéressante en Allemagne, je crois. Ah oui, Plus de 60% des buts ou des passes décisives impliquaient un sprint du joueur. Donc c'est pas juste pour faire joli, ça mène au but. c'est directement lié à la performance qui compte. Et la difficulté, c'est de tenir ça 90 minutes. On sait, grâce à des études comme celle de Moore, que la fatigue, elle fait chuter cette capacité. Pourtant, même en fin de match, quand t'es cuit, Exactement. Même en fin de match, le jeu demande encore des sprints max. C'est là toute la complexité. d'où l'intérêt de bosser spécifiquement cette RSA, cette aptitude à enchaîner les sprints avec des récup courtes. Moins d'une minute, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, des récup brèves. C'est vraiment un axe de travail majeur. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il y a différentes façons de le faire, via ce qu'on appelle le set, l'entraînement d'endurance de vitesse. Mhm. On peut distinguer, disons, deux grandes approches. Le set dit de production, le set P. Là, on cherche plutôt à maintenir une haute intensité sur des sprints un peu plus longs, 15, 40 secondes, avec des pauses un peu plus longues aussi. D'accord. Et l'autre? C'est le set de maintenance, STM. Là, c'est plus pour limiter la baisse de performance sur des sprints très courts, genre 5-15 secondes, avec des pauses très courtes, les enchaînements rapides, quoi. Ok. Et d'ailleurs, certaines recherches antérieures laissaient penser que le set production était peut-être un peu plus efficace globalement pour la RSA. D'accord. Mais alors, on revient au problème du coach temps. Moins de temps pour la prépa physique, parce qu'il y a les matchs, la tactique, la technique. C'est exactement ça. La densité des calendriers, la priorité au jeu. Ça laisse peu de place, donc il faut être efficace, intégrer ça intelligemment. On voit des stratégies genre optimiser l'échauffement, ajouter des petites sessions. Oui, des sessions additionnelles courtes. Et c'est là qu'arrive la question de l'étude. Ces sessions en plus, faut-il qu'elles soient ultra spécifiques, qu'elles ressemblent au sprint du match? Ou est-ce qu'un travail plus général, comme le gainage, peut aussi faire l'affaire pour cette qualité très précise? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Intuitivement, on pense spécifique. Si tu veux de bon en sprint répété, bah, entraîne-toi en faisant des sprints répétés. Logique, non? C'est le principe de base, oui. Et pas mal d'études allaient dans ce sens. Pour la RSA, le spécifique semblait donner de meilleurs résultats. Mais, il y a un mais. Oui, parce que d'un autre côté, le gainage, le core training, on sait que ça apporte pas mal de choses aux footballeurs. Ah oui, comme quoi par exemple? Meilleure stabilité du tronc, meilleur transfert de force entre le bas et le haut du corps, ça peut jouer sur la puissance, la vitesse, l'équilibre. Une revue de Louo et ses collègues en 2022 a bien montré ces effets positifs. D'accord. Et ces bénéfices plus généraux, ça pourrait avoir un impact sur la RSA elle-même. C'est ça l'idée. Comme tu dis. Il y avait quelques indices. Une étude sur des joueuses de futsal, par exemple, avait trouvé un effet positif du gainage sur un test de sprint répété. Comment ça marcherait alors? L'idée, c'est qu'un tronc plus fort, plus stable, ça aide à mieux contrôler le corps pendant la course, à moins se désunir, et donc à transmettre plus efficacement la puissance des jambes au sol.
Ok, je vois. Ce qui nous amène pile à l'étude de Maciel et son équipe. Eux, ils ont voulu comparer directement. Exactement. Mettre face à face pendant 8 semaines un petit ajout de set spécifique et un petit ajout de gainage généraliste, en plus de l'entraînement normal, pour voir lequel améliorait le mieux la RSA de jeunes joueurs. Et ils pariaient sur quoi au départ? J'imagine le spécifique, non? Oui, leur hypothèse, c'était les deux groupes vont progresser, normal, on ajoute du travail, mais le groupe CUT, le spécifique, progressera plus que le groupe gainage, le CTG. Et c'était qui les participants? Des jeunes, tu disais? Oui, 38 jeunes joueurs, 17 ans en moyenne, bon niveau national, U16 à U19, avec déjà au moins 50 pratiques. Ils les ont répartis au hasard dans les deux groupes. Bon, il y a eu quelques abandons pour des blessures, pas liées à l'étude, mais les groupes restaient comparables à la fin. D'accord. Et l'étude en elle-même, le protocole? Alors, c'était un essai contrôlé randomisé, le RCT, c'est solide comme méthode. Ça a duré 8 semaines, ce qui est généralement suffisant pour voir des adaptations. Et ces fameuses sessions ajoutées, elles ressemblaient à quoi? C'était court, 2 fois par semaine, juste après l'échauffement normal. Il faisait environ 6 minutes de travail en plus. Pour le groupe SEG, endurance, vitesse. Oui. C'était 4 sprints de 15 secondes, avec 75 secondes de récup passive entre chaque. Un ratio de 1 pour 5, effort-repos. Le parcours avait aussi quelques petits changements de direction pour que ce soit un peu plus foot. Ok. 4 fois 15 secondes. Et le groupe gainage, le CTG, qu'est-ce qu'ils faisaient eux pendant leurs 6 minutes? Eux, c'était des exercices de gainage, mais plutôt dynamiques. Des trucs avec un ballon suisse, genre ramener les talons vers les fesses ou ramener les pieds vers les mains en étant en appui sur le ballon, des pikes ou des superman avec ballon. D'accord. Ils faisaient 2 séries de 4 exercices différents, 30 secondes de travail, 15 secondes de pause entre les exercices et 1 minute de repos entre les 2 grosses séries. Et point super important, la durée totale du travail ajouté était la même pour les deux groupes. Exactement, environ 6 minutes, 2 fois par semaine, volume équivalent. Et bien sûr, pendant tout ce temps, tous les joueurs continuaient leur entraînement de foot habituel. 4-5 séances par semaine, plus le match. Et pour mesurer si ça marchait, ils ont utilisé quoi? Le test RAST, Running Based Anaerobic Sprint Test. C'est un classique pour évaluer la RSA sur le terrain. Ça consiste en quoi ce RAST? 6 sprints à fond sur 35 mètres, avec seulement 10 secondes de récup entre chaque. C'est très court, 10 secondes. Ah oui, ça pique ça. Exactement. Et on mesure le temps total pour faire les 6 sprints, la puissance max sur le meilleur sprint, et puis surtout un indice de fatigue, de combien la performance baisse entre le premier et le dernier sprint. Ok, méthode claire. Alors, les résultats. La spécificité a gagné. Eh ben, non. C'est ça la surprise. Le résultat principal, c'est que oui, la RSA s'est améliorée significativement, mais dans les deux groupes. Pas de différence entre le spécifique et le général? Pratiquement aucune différence significative. Sur le temps total au RAST, l'indicateur global, les deux groupes ont gagné environ 8%. 8%, c'est pas mal. C'est très bien, oui. Et c'était statistiquement très clair. Pareil pour la puissance de pointe. Des gains similaires, autour de 12,5% dans chaque groupe. Incroyable! Et la fatigue, il résistait mieux? Oui. Là aussi, amélioration dans les deux cas. Le groupe 7 a réduit son indice de fatigue de 28% et le groupe gainage de presque 17%. Donc les deux étaient plus résistants. D'accord. Et le point clé, vraiment, c'est qu'en comparant directement les progrès des deux groupes, statistiquement, il n'y avait pas de différence. Le gainage a fait aussi bien que le travail spécifique de vitesse sur l'ensemble des mesures. Waouh! Alors ça, c'est quand même étonnant, hein. Comment on explique ça? Que le gainage, qui est général, ait le même effet qu'un truc super spécifique comme des sprints répétés? C'est la grande question que pose l'étude, et ça va un peu contre l'idée reçue de la spécificité reine. Il y a plusieurs pistes pour essayer de comprendre. La première chose qui vient, c'est peut-être que le protocole spécifique, les 4 sprints là, c'était peut-être pas assez? Pas assez de volume ou d'intensité? C'est une explication très plausible, oui. 4 sprints de 15 secondes, 2 fois par semaine, c'est un volume complémentaire assez faible en fait. Si on compare à d'autres études où le 7 était clairement supérieur, le volume ici est plutôt bas. Pour des joueurs déjà bien entraînés en pleine saison, ce petit stimulus en plus, même s'il est spécifique, il était peut-être pas suffisant pour faire mieux que le gainage ou même mieux que les progrès liés à l'entraînement normal. Ah oui, l'entraînement normal. Ça a dû jouer aussi, non? Forcément. Faut pas oublier qu'ils continuaient tous à s'entraîner 4-5 fois par semaine au foot. Et dans cet entraînement, il y a déjà des sprints, des accélérations. Bien sûr. Donc il est tout à fait possible que ce soit cet entraînement de base
commun aux deux groupes, qui soit le principal responsable des progrès observés. Les 6 minutes ajoutées 2 fois par semaine, c'était un bonus, mais peut-être pas assez différenciant à ce faible volume pour qu'une méthode écrase l'autre. C'est là qu'un groupe contrôle aurait été utile, non? Un groupe qui ne fait rien en plus. Exactement. C'est une des limites de l'étude reconnue par les auteurs. Sans groupe contrôle passif, c'est difficile de savoir précisément quelle part des progrès vient de l'entraînement habituel et quelle part vient des 12 minutes ajoutées par semaine. Et il y a aussi les bénéfices propres du gainage qu'on a évoqués. Oui, il ne faut pas les négliger. Même si c'est moins direct que de sprinter, un tronc plus fort, ça peut améliorer la stabilité, le transfert de force, ça peut rendre la course plus économique, plus efficace, et donc aider à mieux répéter les efforts. Et pour la résistance à la fatigue? Tu disais qu'ils s'étaient améliorés tous les deux, mais il y avait une petite différence quand même. Oui, le groupe cite une réduction un peu plus importante de l'indice de fatigue, moins 28% contre moins 17% pour le gainage. C'est intéressant, ça pourrait suggérer que même à faible dose, le spécifique a peut-être un petit avantage sur cet aspect précis de la résistance à la fatigue. D'accord. Mais bon, d'autres études montrent que différents types d'entraînement peuvent améliorer ça. La similarité globale des résultats ici, ça montre surtout que l'amélioration de la RSA, c'est complexe. Ça dépend du volume, de l'intensité, du type d'effort, du niveau des joueurs. Les chercheurs reconnaissent d'autres limites à leur étude. Oui, bien sûr. Ils notent que la taille finale des groupes était un peu réduite à cause des abandons, mais ça restait statistiquement correct. Il y avait aussi une petite hétérogénéité d'âge et de niveau, U16 à U19, mais c'était bien réparti. Et comme on disait, l'influence de l'entraînement de base et l'absence de groupe contrôle, c'est important à avoir en tête. Ok. Alors, malgré ça, qu'est-ce qu'un entraîneur peut retenir de concret pour le terrain? Plusieurs choses, je pense. D'abord, même un petit volume ajouté, genre 12 minutes par semaine, ça peut déjà avoir un effet positif sur la RSA chez les jeunes. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on manque de temps. Oui, c'est encourageant. Et le deuxième point, le plus frappant. C'est qu'à ce faible volume, et sur 8 semaines, le gainage généraliste a fait aussi bien que le set spécifique pour améliorer la performance globale en sprint répété. La spécificité absolue dans ce contexte-là n'était pas indispensable. Ce qui ouvre des portes, en fait. Exactement. Ça donne de la flexibilité. On peut imaginer varier les types de travail complémentaires. Proposer du gainage, ça peut être une bonne alternative au set, peut-être pour éviter la monotonie ou simplement parce que les joueurs aiment mieux ça parfois. L'adhésion des joueurs, c'est clé. Ah oui, c'est fondamental. Si les joueurs font la séance à reculons, les bénéfices seront moindres. Donc cette étude suggère qu'on peut avoir le choix, au moins pour des petits volumes. Mais attention à ne pas conclure trop vite non plus. Oui, il faut rester prudent. On ne sait pas ce qui se passerait avec des volumes plus importants. Peut-être que là, la spécificité deviendrait plus déterminante. Il faudrait aussi confirmer ça avec un groupe contrôle et puis voir comment ça varie selon les joueurs, leur maturité, leur charge totale. Donc pour résumer, le message clé, dans cette étude précise, avec ce faible volume ajouté sur 8 semaines chez des jeunes footballeurs, le gainage a été aussi efficace que l'endurance de vitesse spécifique pour améliorer la capacité globale à répéter les sprints. L'entraînement de foot a sûrement beaucoup contribué. Et donc la spécificité n'était pas reine dans ces conditions. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une petite réflexion pour finir peut-être. Vas-y. Si, sur le plan physique pur, à faible dose, le spécifique et le non spécifique donnent des résultats proches pour la RSA, est-ce qu'on ne devrait pas regarder aussi l'aspect mental, l'adhésion, le plaisir pris par les joueurs? Mhm. Est-ce qu'un programme varié, peut être perçu comme moins répétitif, plus sympa, ne pourrait pas, au final, être plus bénéfique en pratique? Surtout quand la charge est déjà énorme et que la motivation pour ces petites séances en plus peut fluctuer. L'engagement du joueur, ça pourrait être un facteur d'optimisation aussi fort que la spécificité pure, non? C'est une excellente question pour tous les entraîneurs et préparateurs physiques qui nous écoutent. Une piste de réflexion très intéressante. Si cette discussion vous a intéressé et que vous voulez tous les détails, on vous encourage vivement à lire l'article original. Of Sport Science and Medicine, volume 23. Le titre exact est dans la description. C'est une lecture qui apporte des nuances et fait réfléchir sur nos pratiques. Tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines analyses. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci et à bientôt.